Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Pipsqueak Pilot. Lorsque j'ai été commissionné dans l'armée de l'air, l'officier qui a dirigé la cérémonie était une générale 3 étoiles. Elle avait l'air d'une mère de famille typique, petite, en bonne santé, d'âge moyen et sympathique. C'est pertinent pour l'histoire. Elle était extrêmement gentille et avenante, et c'était une ancienne élève de mon université. Au petit déjeuner précédent, nous partagions une table, et elle et mon père, un lieutenant-colonel à l'époque, discutaient. La générale a raconté l'histoire de son arrivée dans une nouvelle base pour sa première affectation en tant que général 3 étoiles. Alors qu'elle courait sur la piste d'athlétisme, un homme s'est approché et a commencé à courir à ses côtés, lui demandant si elle venait d'arriver, etc. Il devient rapidement évident qu'il la drague. Elle le repousse et lui dit qu'elle a un mari. Il ne se laisse pas décourager et continue à la draguer. L'homme continue à dire à quel point elle est en forme, à quel point elle est belle, à quel point ils devraient se mettre ensemble, etc. Il lui pose également des questions telles que « Votre mari est déjà à la base? Vous restez seul au logement temporaire ?» Le logement temporaire est une sorte d'hôtel en plus sympa. Il pense qu'il s'agit d'une épouse et qu'elle est venue mettre de l'ordre dans la maison avant l'arrivée de son mari. Il veut vraiment passer du temps avec elle, de préférence dans sa chambre. Il ne la laissera pas non plus tranquille tant qu'elle n'aura pas accepté un rencard. Finalement, au bout d'un quart d'heure, alors qu'il refuse de cesser de la harceler, elle cède et accepte de le rencontrer à nouveau. « D'accord, je vais me libérer et nous pourrons parler. Quel est votre nom et votre numéro de téléphone ?» Le harceleur lui donne son nom et son numéro. Il s'agit d'un sergent qui occupe un rang bien plus bas dans l'organisation dont elle est aujourd'hui vice-commandante. Plus tard dans la journée, il reçoit l'ordre de se présenter à son bureau en tenue de service à 7h30 le lendemain matin. Il est accompagné de son superviseur, de son adjudant-chef et de son commandant. En gros, son patron, son autre patron et le patron de son patron. Elle n'a pas dit comment s'est déroulée la réunion, mais je doute qu'il ait apprécié son rencard. Et bien fait pour le lourdingue. L'épisode suivant est posté par The Initial God. Donc, ici, au Royaume-Uni, un film interdit aux moins de 15 ans signifie que vous devez avoir 15 ans pour voir le film, sans exception. Il y a quelques années, nous avions deux types de billets dans mon cinéma, un billet adulte et un billet enfant. Les enfants avaient moins de 15 ans et les adultes avaient plus de 15 ans. Ce type entre avec ses copains et il est tout au bout de la file d'attente, mais on l'entend dans tout le hall, bruyant et odieux. Et de par mon expérience en travaillant au cinéma, c'est qu'en général, si ce sont des adolescents seuls et qu'ils sont bruyants et odieux dans le hall, il y a de fortes chances qu'ils fassent de même pendant le film, et qu'ils soient un cauchemar pendant la séance. Je commence à remarquer que d'autres personnes dans la file d'attente le regardent et roulent des yeux. J'ai le plaisir de m'occuper de ce type. Il s'approche de moi tout en criant après ses amis dont mes collègues s'occupent, et me demande un billet pour voir un film interdit aux moins de 15 ans. Je ne me souviens plus lequel. Un de ces films d'horreur pourris à petit budget dont les suites se sont multipliées récemment. Insidious ou Sinister ou Annabelle ou autre. Il a l'air d'avoir 16-17 ans, mais comme il a dit un billet, je passe en mode pilotage automatique et le script de travail prend le dessus. Et je lui demande son âge pour pouvoir lui vendre le bon type de billet. Lui, en tant que bonne personne qu'il est, et probablement parce qu'il s'en est déjà sorti auparavant pour obtenir un billet moins cher, a dit qu'il avait 14 ans. Au moment où il a dit cela, un immense sourire s'est emparé de mon visage. Désolé mon pote, ce film est interdit aux moins de 15 ans. En retenant ma joie de ne pas avoir à subir ces âneries pendant les 2 heures à venir. Je ne peux pas te laisser entrer. Aucune supplique ne me fait changer d'avis. Comme il n'a pas ce qu'il veut, il demande à parler au manager. Le manager descend, se range de mon côté, et l'ado s'en va, avec sa journée gâchée. Je veux le manager pour pouvoir lui dire que j'ai menti sur mon âge pour essayer d'avoir une réduction. C'est une bonne idée. L'histoire suivante est posée par Crazy Cat Ladyboy. J'ai travaillé pour un genre de supermarché de type entrepôt d'ordinateurs. Juste après avoir été embauché, j'ai appris que ce n'était pas un bon boulot. La plupart des gens le détestaient, mais il y avait des possibilités de se faire de bonnes commissions avec les ventes. Alors les gens gardaient la tête baissée et ne remettaient jamais rien en question. La plupart des personnes compétentes ne restaient jamais plus d'1 an, et le taux de renouvellement du personnel était énorme. C'était vraiment un endroit atroce pour travailler. Je venais de vendre mon magasin d'informatique et je prenais une année sabbatique. Au bout de quelques mois, je me suis ennuyé et j'ai trouvé ce travail à temps partiel pour me sortir de la maison et compléter les liquidités provenant de la vente du magasin d'ordinateurs. Cette situation me donnait des libertés que les autres employés n'avaient pas. Si quelqu'un se plaignait de quelque chose, j'étais plus qu'heureux d'en parler à la direction, car je ne me souciais pas d'être renvoyé.
Je suis presque sûr que le directeur du magasin me détestait. Le code vestimentaire pour les hommes était une chemise blanche boutonnée, une cravate et un pantalon de type Dockers. Étant donné que ce travail n'était pas très bien rémunéré pour le personnel non commercial, de nombreux employés portaient des chemises à boutons mal ajustés et une cravate bon marché. Honnêtement, le personnel aurait été mieux habillé avec un t-shirt ou un polo de la marque du magasin. Mais comme ce magasin était incroyablement radin, cela leur aurait coûté en frais généraux, ce qui est hors de question. J'ai une collection de très belles cravates que j'ai rassemblées au cours des 15 dernières années, principalement des cravates en soie des années 50 et 60. En fait, je ne portais presque jamais de cravate, mais les collectionner était un petit hobby pour moi. Si j'en voyais une particulièrement belle, je l'achetais. Un matin, je me préparais, et j'ai oublié ma cravate. Il y avait environ 40 minutes de route pour se rendre au travail, et j'ai remarqué ma cravate manquante en sortant de la voiture. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Mais non, je me suis planté. Environ 1 heure après le début de mon service, mon supérieur hiérarchique me prend à part. Je lui explique que j'ai oublié ma cravate et que je ne pensais pas que c'était grave. J'ai également expliqué que j'étais à 40 minutes de chez moi et que je n'avais pas le temps d'y retourner avant le début de mon service. Mon supérieur direct était plutôt cool, mais il avait ses règles stupides à suivre, si bien que j'ai été confié aux ressources humaines et au directeur du magasin. Ce dernier s'est comporté comme si j'avais versé de l'époxy dans toutes les toilettes. Il était furieux contre moi. Il m'a sermonné pendant 25 minutes sur l'importance du code vestimentaire, sur le fait que ceux qui ne le respectent pas n'ont pas l'esprit d'équipe, et sur le fait que, si cela se reproduit, je chercherai un nouvel emploi. Il m'a même fait lire la section du manuel de l'employé sur le code vestimentaire, pour que je le connaisse et que je puisse le suivre à la lettre. Tout cela pour une cravate. J'ai eu un avertissement et j'ai été envoyé chez moi pour aller chercher ma cravate. Comme j'étais à 40 minutes de chez moi, je suis allé dans un magasin local, j'ai acheté une cravate bon marché et j'ai traîné dans un café pendant 1 heure. Ce week-end-là, je suis allé faire du shopping dans les friperies. J'ai passé la journée à visiter toutes les friperies que j'ai pu trouver. J'ai trouvé les cravates les plus laides, les plus larges et les plus minables qui soient. D'énormes cravates couleur vomi des années 1970. D'affreuses cravates vertes couleur avocat, aussi grandes qu'une bavette de homard. Des motifs qui faisaient saigner les yeux. Des atrocités en polyester que le temps a oubliées. J'ai également acheté des cravates de Noël avec le Père Noël et des couronnes à fleurs. C'était l'été. Pour couronner le tout, j'ai acheté d'horribles chemises blanches à boutons surdimensionnés, dont certaines étaient d'un blanc cassé qui les rendait presque sales. Le lendemain, au travail, je suis passé du type qui avait l'air plutôt bien habillé à quelqu'un qui avait l'air de s'être échappé d'un service psychiatrique des années 70. Mon supérieur hiérarchique m'a vu et s'est mis à rire. Il a compris. Il m'a simplement donné une tape dans le dos et je me suis remis au travail. Le directeur du magasin m'a vu plus tard dans la journée et n'était pas content. Mais il n'y avait aucune formulation dans les directives pour les employés sur le fait que les cravates devaient rester dans les limites du raisonnable, ou que les chemises devaient être ajustées. Il n'a rien pu faire. Je suis sûr qu'il pensait que ce n'était qu'un saut d'humeur pour la journée. Malheureusement, il avait tort. Mes cravates n'ont fait qu'aller de mal en pis au fur et à mesure que je les découvrais dans les friperies et les vides-greniers au cours des semaines suivantes. Je les nouais courtes ou inégales, de sorte que l'arrière pendait plus bas que l'avant. Je faisais un triple nœud à 4 mains pour qu'il ait l'air faux et de travers. J'en ai trouvé tellement que j'ai commencé à donner ces horribles cravates à d'autres personnes, et en l'espace de quelques semaines, un quart des employés de mon service avaient l'air complètement ridicule. J'ai fini par démissionner environ 1 mois plus tard. Lors de mon dernier jour de travail, j'ai distribué toutes mes atrocités à toutes les personnes que je connaissais au travail afin de perpétuer l'héritage de ma cravate. Et c'est ainsi que la légende du magasin avec les employés les plus mal habillés commença. Ah, il a dû s'en mordre les doigts. Entre avoir un employé qui une fois n'a pas de cravate parce qu'il l'a oublié et te retrouver avec un quart de tes employés qui portent des cravates absolument immondes, je pense que le choix aurait dû être vite fait. Mais il pouvait pas savoir, il voit pas l'avenir, et ça lui apprendra. L'histoire suivante est postée par Totochrone 1. Voici l'histoire de mon ancien employeur. Je travaille dans le nord-est des États-Unis et mon employeur de l'époque était une très petite entreprise. Patron et 5 employés, dans une industrie très spécifique, où 90% de notre travail était sur des sites de construction, et trouver une personne bien qualifiée dans cette industrie très spécifique est une chose très difficile à faire. Mon patron était le genre de patron que tous les employés détestent.
Il faisait des économies dans tous les sens, au détriment de la qualité, afin de maintenir les frais généraux à un niveau bas. En outre, il surbookait constamment. Il signait par exemple des contrats pour 6 projets au cours de la même semaine, en sachant parfaitement qu'il n'y avait que 5 employés. Ce qui obligeait les employés à travailler 14 heures par jour, voire plus. Ce qui est vraiment pénible quand on est salarié, on n'est pas payé pour les heures sup. Son pire trait, et de loin, était d'approuver les congés, puis de vous appeler ou de vous envoyer un SMS pendant vos congés pour vous demander si vous accepteriez de travailler une journée ou d'écourter vos vacances. Parfois, il vous demandait même de reporter vos congés à la semaine ou au mois suivant, lorsque la charge de travail s'allégerait. Indice, elle ne s'est jamais allégée, en raison de son surbooking constant. Après avoir travaillé dans cette entreprise pendant 6 ans, je me suis habitué à tous les désagréments susmentionnés. Mais les choses ont changé. Mon fils est né. Dans les mois qui ont précédé sa naissance, j'ai clairement indiqué que je prendrais un congé sans solde de 5 semaines à son arrivée. L'état dans lequel nous vivons permet aux nouveaux parents de prendre jusqu'à 8 semaines de congé sans solde. J'ai dit à mon patron que je savais que 8 semaines représentaient une pression énorme pour une si petite entreprise, et que j'étais donc prêt à prendre 5 semaines, mais que ces 5 semaines seraient complètement hors réseau. C'est-à-dire que je ne veux pas être appelé, pas recevoir de SMS, et que si vous me demandez de faire quoi que ce soit en rapport avec le travail, la réponse sera non. Alors ne vous en donnez pas la peine. Je passerai du temps avec ma famille. Il était d'accord à 100%. Avance rapide jusqu'à la naissance de mon fils. Il est né un vendredi. Et après un court séjour dans l'unité de soins intensifs néonatale, ne vous inquiétez pas, il va bien, il a été libéré le lundi, et nous l'avons ramené à la maison. Mardi matin, oui, le lendemain, je me suis réveillé avec un appel en absence, un mail et 3 textos de mon patron me demandant de le rappeler au plus vite. Pour des raisons qui me sont encore inconnues à ce jour, je le rappelle, et il me dit qu'il y a une petite urgence. En langage codé, il a foiré le planning, et il y a une tâche sur laquelle personne n'est affecté. Et me demande si je pourrais peut-être venir travailler ce jour-là, et peut-être travailler quelques jours de plus cette semaine, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer. J'ai pété un câble. J'ai littéralement senti quelque chose dans mon cou se briser, et je me suis lancé dans une attaque verbale contre lui dont je me sens encore mal aujourd'hui, 1 an plus tard. J'ai terminé ma diatribe en m'excusant, même si c'était une erreur de sa part de m'appeler dans cette situation. Ce n'était pas du tout professionnel de ma part de lui dire ce que j'ai dit. Manifestement, il n'était pas très fan de ce que je lui avais dit, et après avoir lui-même fulminé, il a fini par prononcer les phrases qui ont rendu toute cette histoire possible. Il m'a dit « Tu as un bon travail dans cette entreprise, ce dont la plupart des gens de ton âge seraient reconnaissants. Je serais impressionné si tu pouvais trouver un meilleur emploi dans ce domaine, parce que je fais ce métier depuis 30 ans, et je sais à quel point cette industrie est petite, et crois-moi, les bons emplois comme le tien ne se présentent pas très souvent. Pense-y !» Nous avons mis fin à l'appel, et j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'y ai réfléchi. Après avoir réfléchi pendant environ 30 secondes, je me suis levé du lit, je me suis assis devant mon ordinateur, et j'ai commencé à consulter les offres d'emploi. 5 semaines plus tard, mon congé a pris fin, et le premier jour de mon retour, je suis arrivé au travail, je suis entré dans le bureau de mon patron, et je lui ai tendu un papier. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai pensé à ce que vous m'avez dit, à savoir que vous seriez vraiment impressionné si je trouvais un meilleur emploi que celui que j'occupe ici. C'est ce que j'ai fait. Mon patron lit ce que je lui ai remis. Une offre d'emploi d'un concurrent pour le même travail que celui que j'effectuais, mais un salaire supérieur de 25%, une semaine supplémentaire de congés payés par rapport à ce que j'avais, et une stipulation selon laquelle la politique de l'entreprise est que les heures de travail sont plafonnées à 8 heures par jour. Ce qui signifie qu'une fois que j'ai atteint 8 heures de travail, je plie bagage et je laisse tomber jusqu'au lendemain. Sans exception. Alors, est-ce que je peux avoir la journée pour faire quelques calculs et proposer une contre-offre ? Non, ce n'est pas la peine. Je voulais juste que vous la voyiez, parce que je sais que vous ne m'auriez pas cru autrement. J'ai donné mon préavis de 2 semaines, et je suis parti sur le chantier où j'étais affecté ce jour-là. C'était il y a 1 an, et je ne pourrais pas être plus heureux dans mon nouveau travail. Je peux passer beaucoup de temps avec mon fils, et c'est le meilleur avantage que l'on puisse trouver dans un emploi. Pour tous les patrons et managers, ne vous foutez pas de vos employés. Surtout les bons. Traitez-les comme vous voudriez être traités. La plupart des employés ne quittent pas leur travail. Ils quittent leur patron. C'est marrant, c'est souvent aux employés de fournir un effort, tu sais, un petit plus pour lequel tu seras pas payé, hein, mais juste un petit plus, tu vois, histoire de... tu montres que tu travailles bien, tu vois. Mais pourquoi est-ce que l'entreprise, elle fournit pas ce petit plus aussi, tu vois, genre, tu bosses et on fait « Ah, merci d'avoir travaillé, tiens, voici de l'argent supplémentaire pour le travail que tu as effectué. »
Ou même un truc où on te file un petit plus parce que t'as fait du bon boulot, t'as bien fait une tâche, même si c'est dans ton contrat de base, tu vois, c'est genre vraiment, t'as bien fait ton boulot, c'est du bon travail, bien propre et tout, on aime. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.